Chaque voyageur se bat pour le compartiment à bagages au-dessus de sa tête, comme si sa survie en dépendait. Mais les vrais malins, ils protègent le petit sac sous leur siège, leur centre de commande secret à 11 000 mètres d'altitude. Il n'a pourtant rien d'impressionnant. Un simple rectangle de tissu fermé par une fermeture éclair, inoffensif en apparence. Mais à l'intérieur se trouve votre confort, votre calme et votre dernier morceau de contrôle, surtout lorsque le siège devant vous s'incline d'1 centimètre de trop. Parce que voilà la vérité. Une fois enfermé en classe économique, l'espace ne se mesure plus en centimètres. Il se mesure en stratégie. Ce sac sous le siège n'est pas un bagage, c'est votre seul territoire, celui que personne ne peut prendre, renverser du café dessus ou voler dans le compartiment 3 rangées plus loin. À l'intérieur, chaque objet mérite sa place. Un pour nettoyer, un pour recharger, un pour apaiser, un pour vous sauver des erreurs des gens autour de vous. Ce n'est pas une question de tout emporter, c'est une question d'éviter le chaos. Et si cela vous semble exagéré, essayez de retrouver votre gel désinfectant en pleine turbulence. Vous comprendrez. Les voyageurs aguerris le savent. Le contrôle à 11 000 mètres d'altitude est silencieux, invisible, et se construit centimètre par centimètre sous vos genoux. Parce que dans le ciel, le confort n'est jamais accordé, il se fabrique. Et la différence entre un vol misérable et un vol maîtrisé tient généralement juste là, sous votre siège. Numéro 1. Main propre, esprit libre. Au moment où vous vous asseyez, votre monde rétrécit. 2 accoudoirs, une tablette et un morceau de sol qu'une chaussure inconnue a clairement revendiqué avant vous. La plupart des passagers font semblant que tout est propre. Les plus malins savent que c'est faux. La tablette, plus sale que la poignée de la porte des toilettes. La boucle de ceinture, disons simplement qu'elle a vécu des choses. Alors les voyageurs aguerris n'attendent pas le chariot de boisson, ils désinfectent immédiatement. Un coup rapide sur la tablette, la boucle, l'accoudoir, l'écran. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est la tranquillité anticipée. Parce que rien ne ruine un voyage plus vite qu'attraper le rhume de quelqu'un avant même le décollage. Une fois l'espace propre, le cerveau se détend. Cette sensation subtile de « je contrôle cet endroit maintenant ». Et une fois le territoire revendiqué, on passe à la règle suivante. Ne jamais dépendre du planning de la compagnie aérienne pour vos besoins essentiels. Vous mangez quand on vous sert ? Vous perdez. Vous mangez quand vous le décidez ? Vous gagnez. C'est pourquoi chaque voyageur pro embarque de petites réserves silencieuses. Des bouchées qui ne s'effritent pas, ne coulent pas et ne sentent pas. Un peu de sucré quand votre glycémie chute. Un peu de salé quand votre patience s'effrite. Et oui, quelque chose d'épicé, parce que la nourriture d'avion a le goût de l'abandon. Vient ensuite la petite pochette, votre kit de commandement personnel. Passeport, gel désinfectant, mouchoir, stylo, tout ce qu'il vous faudra quand le voyant de la ceinture refusera de s'éteindre. Elle sort en un seul geste, sans fouiller, sans paniquer. Ce n'est pas un rituel de confort, c'est une guerre psychologique contre le chaos. Parce qu'à 11 000 mètres d'altitude, le calme ne vient pas de la respiration profonde. Il vient des mains propres, des encarts rapides et du sentiment que vous avez déjà 2 longueurs d'avance sur tous ceux qui cherchent encore les leurs. Numéro 2. Flux d'air et calme. L'air à l'intérieur d'un avion a sa propre personnalité. Trop froid pour dormir, trop chaud pour se détendre, trop sec pour se sentir humain. Et pourtant, à chaque vol, quelqu'un dira « ce n'est pas si terrible ». Bien sûr, jusqu'à ce que la cabine se transforme en sauna métallique à 11 000 mètres d'altitude. Les voyageurs aguerris n'attendent jamais ce moment. Ils emportent un petit ventilateur, le genre qui bourdonne doucement et donne l'impression d'avoir piraté le système de ventilation. Ça n'a l'air de rien, mais ça transforme l'étouffement en brise. Pas du luxe, de la survie. Parce que quand l'air circule, la patience suit. Puis vient la peau, première victime de l'air recyclé. Lèvres sèches, mains qui craquent, cheveux électriques, un film d'horreur en slow motion. C'est pourquoi il y a toujours une lotion et un baume format voyage cachés à portée de main. Pas pour être beau, pour rester humain. On repère les débutants à leur visage brillant après avoir aspergé de l'eau du lavabo. Les pros, ils règlent le problème avant qu'il n'apparaisse. Et quelque part au milieu de tout ça, les petits outils de l'ordre. Un stylo, un marqueur, un minuscule morceau de civilisation dans un ciel plein de chaos. Pendant que les autres empruntent des stylos en plein vol,
Vous remplissez les formulaires de douane avec la précision calme de quelqu'un qui a déjà atterri. Des objets minuscules, un contrôle silencieux. C'est le rythme du confort dont personne ne parle. Parce qu'ici, l'air n'est pas l'ennemi, la complaisance l'est. Et chaque petit geste que vous faites pour le contrôler, chaque lingette, chaque goutte, chaque souffle d'air, n'est pas seulement une question de confort. C'est la preuve qu'à 35 000 pieds, c'est encore vous qui donnez le ton. Numéro 3. Circulation, immobilité et survie. La cabine semble enfin paisible. Les lumières sont tamisées, le bourdonnement régulier, et c'est exactement à ce moment-là que la plupart des voyageurs commencent à perdre la guerre silencieuse à l'intérieur de leur propre corps. Parce que la paix en altitude est trompeuse. L'immobilité est la vraie turbulence. Le sang ralentit, les muscles se raidissent, la colonne vertébrale prépare sa vengeance. La plupart appellent ça « se mettre à l'aise ». Les voyageurs aguerris appellent ça la phase 1 du regret. C'est pour ça qu'ils se préparent différemment. Les chaussettes de compression, pas celles qui sont jolies, celles qui fonctionnent, maintiennent la circulation quand la gravité ne le fait plus. Un petit acte de rébellion contre les lois de la physique. Elles ont l'air ennuyeuses, mais elles survivent à tous les casques anti-bruit de la cabine. Puis vient le coup. Ce fragile point d'équilibre entre le sommeil et une facture chez le chiropracteur. On reconnaît toujours les débutants. Tête pendante, bouche ouverte, rêve rempli de regrets. Les pros, ils apportent de la structure, un petit oreiller qui soutient, pas qui décore. Parce que le vrai confort, ce n'est pas la douceur, c'est l'alignement. Et ranger discrètement en haut du sac, une tenue propre. Pas pour le style, pour la santé mentale. Quand le café se renverse ou quand le décalage horaire gagne, se changer n'est pas un look, c'est une résurrection. Enfin, une petite balle de massage. Elle semble inutile, jusqu'au moment où vous la pressez contre un mollet raide après 10 heures d'immobilité et que vous vous souvenez de ce que la circulation veut dire. Un seul roulement, et soudain vous êtes de nouveau dans votre corps. Parce qu'à 11 000 mètres d'altitude, la survie n'a rien de spectaculaire. Elle est disciplinée. Et les gens qui descendent de l'avion avec un air frais et reposé, ils n'ont pas mieux dormi, ils ont simplement refusé de rester immobiles. Numéro 4, la zone tech est clean. Énergie, hydratation et survie numérique. À la 6e heure, le vol révèle sa vraie nature. L'air devient lourd, les batteries agonisent et votre cerveau ressemble à un ordinateur redémarré trop de fois. C'est à ce moment-là que la plupart des voyageurs abandonnent, non pas à la fatigue, mais au chaos. Mais les voyageurs aguerris, ils ne laissent jamais l'entropie gagner. Ils construisent avant même le décollage un petit écosystème d'ordre, une forteresse silencieuse de câbles, chargeurs et sérénité. Chaque câble enroulé, chaque adaptateur associé, chaque batterie externe pleine. Pas pour faire joli, pour rester sain d'esprit. Parce que lorsque votre téléphone meurt à 1% au milieu du vol, ce n'est pas une crise, c'est la conséquence de votre manque de préparation. Puis arrive la deuxième rébellion du corps, la déshydratation. Elle ne prévient pas, elle attaque en douce. Les lèvres se fissurent, la pensée s'embrouille, la patience s'évapore molécule par molécule. On ne résout pas ça avec du jus de tomate gratuit et un sourire. On le résout avec la bouteille remplie juste après le contrôle de sécurité, celle qui attend sagement à vos pieds. Une gorgée par heure, et tout à coup, vous faites partie des rares passagers qui atterrissent sans mal de tête et sans changement de personnalité. Et collé contre la zone tech, le kit hygiène. Une brosse à dents de la taille d'un stylo, une lingette qui remet votre visage à zéro, une noisette de crème pour les mains qui ressemble à de la miséricorde. Pas du luxe, de la récupération. Vous seriez surpris de voir à quel point une bouche propre et des mains hydratées rendent la dignité à un être humain à 11 000 mètres d'altitude. Parce que sur les longs courriers, la technologie, l'hydratation et l'hygiène ne sont pas seulement du confort, ce sont des formes de contrôle déguisées en routine. Les débutants laissent la fatigue décider à leur place. Les vétérans ont déjà tout décidé avant que l'avion ne quitte le sol. Et lorsque les lumières de la cabine s'éteignent enfin, il ne reste qu'un dernier défi. La compétence la plus difficile de la survie en aviation, dormir volontairement. Numéro 5, le code du sommeil. Lumière, bruit et l'art d'arriver. Dormir dans un avion est un art, maîtrisé par quelques-uns, envié par tous. Certains pensent que c'est une question de chance, d'autres en parlent comme d'une légende. Mais la vérité ? C'est un système,
créé par des voyageurs qui en ont eu assez de faire semblant que ces couvertures en papier servaient à quelque chose. Tout commence par l'obscurité, pas le petit masque fragile de votre trousse de confort, mais un vrai blackout, celui qui trompe votre cerveau et lui fait croire que le soleil n'a jamais existé. Sans ça, vos paupières sursautent à chaque éclat d'écran de quelqu'un qui regarde, encore, un épisode que personne ne devrait regarder à 3 heures du matin. Puis vient le silence. Ou plutôt, l'illusion du silence. La réduction de bruit n'est pas là pour créer du calme, mais pour offrir de la clémence. Elle transforme le chaos en bruit blanc, vous fait oublier le bébé qui pleure 2 rangées derrière et vous protège du type qui pense qu'un avion est l'endroit idéal pour écouter un podcast sans écouteurs. Ensuite, la température. L'air de la cabine change d'humeur plus vite que les gens assis au siège du milieu. C'est pourquoi les voyageurs expérimentés gardent toujours une seconde couche à portée de main, facile à enfiler, facile à enlever. On ne peut pas prédire l'air, mais on peut se prédire soi-même. Et lorsque tout s'aligne, obscurité, silence, chaleur, c'est là que la magie opère. Vous ne vous endormez pas parce que vous êtes fatigué, vous vous endormez parce que vous avez construit les conditions de la paix. Même dans un siège qui s'incline à peine. Des amateurs appellent ça de la chance, les experts appellent ça de l'architecture. Parce que dormir en altitude n'est jamais un accident, c'est une inconscience contrôlée. Et lorsque vous ouvrez les yeux dans la douce lumière bleutée du matin, une seule pensée vous frappe. Si vous pouvez construire le sommeil de cette façon, imaginez ce que vous pourrez construire une fois à terre. Numéro 6. Le kit d'arrivée. Atterrir intelligemment, avancer vite, rester prêt. Le train d'atterrissage sort. La cabine tremble. Et autour de vous, une centaine de personnes se réveillent, comme si elles avaient perdu un combat contre le temps. Mais les voyageurs expérimentés, ils sont déjà en train de se reconstruire. Parce qu'un long vol ne se termine pas lorsque les roues touchent la piste. Il résonne. Dans votre peau, votre souffle, votre capacité à vous souvenir du jour qu'on est. C'est pour cela que chaque voyageur aguerri transporte une dernière arme, le kit d'arrivée. Petit, discret, caché au fond du sac. Une brosse à dents, une lingette, une touche d'hydratant, peut-être une goutte de parfum. Pas pour la vanité, pour la dignité. Vous n'essayez pas d'impressionner l'immigration. Vous essayez simplement de redevenir humain. Un brossage rapide, un visage propre, quelques respirations profondes, et soudain, vous êtes le seul dans la file à ne pas ressembler à un figurant d'un film de zombies. Puis l'hydratation, encore, mais cette fois avec intention. Une gorgée d'électrolyte, un peu de citron, n'importe quoi qui dise à votre corps « on y est arrivé ». Vous seriez étonné de voir à quelle vitesse on récupère lorsqu'on commence avant même d'atterrir. Et ensuite, l'ordre. Passeport dans une main, téléphone dans l'autre, talon d'embarquement exactement là où il doit être. Pendant que tout le monde fouille des poches qui semblent avoir disparu, vous avancez avec une précision silencieuse. Car les vrais voyageurs ne courent pas dans les aéroports, ils coulent. Chaque mouvement intentionnel, chaque détail anticipé, chaque pas faisant partie d'un plan. Vous ne faites pas qu'arriver, vous réapparaissez, plus affûté, plus calme, presque insolent de vitalité. Et lorsque la porte de la cabine s'ouvre et que la ruée commence, vous connaissez déjà le secret que les autres ont manqué. Le voyage n'est pas terminé, il a simplement changé d'altitude. Numéro 7. L'atterrissage. La stratégie plutôt que la chance. Chaque voyageur a une histoire de survie à 11 000 mètres. Les nuits sans sommeil, les jambes engourdies, la résignation silencieuse quand le siège de devant s'incline d'un centimètre de trop. Mais ceux qui maîtrisent l'avion, ils ne survivent pas au vol, ils le conçoivent. Parce que voler n'a jamais été une question de distance, c'est une question de contrôle, de l'air, de l'espace, de soi. Ce petit sac sous votre siège, ce n'est pas un bagage, c'est une philosophie. Chaque objet dedans, chaque lingette, chaque chargeur, chaque chemise pliée, est une décision prise avant que le chaos n'ait la chance d'en exiger une. C'est la différence entre réagir et diriger. Pendant que les autres accusent les turbulences, vous gérez la gravité. Pendant qu'ils poursuivent le confort, vous le construisez. Votre minuscule territoire devient un système silencieux et méthodique, fonctionnant comme une horloge pendant que le reste de la cabine se défait. Et lorsque les roues embrassent enfin la piste, une vérité atterrit avec vous. Le confort n'est pas une chance,
Et le calme n'est pas une coïncidence. Ce sont les récompenses de la prévoyance, la discipline déguisée en facilité. Car les vrais voyageurs n'espèrent pas un ciel sans turbulence. Ils s'attendent aux turbulences et se préparent malgré tout. C'est ce qui sépare ceux qui endurent de ceux qui arrivent. Alors la prochaine fois que vous prenez l'avion, souvenez-vous, la maîtrise ne commence pas au décollage et ne se termine pas à l'atterrissage. Elle vit juste sous votre siège, dans chaque petite décision silencieuse qui fait du voyage le vôtre. Et tout à coup, vous avez atterri. Pas avec un ciel plus doux, pas avec un meilleur siège, juste avec de meilleurs choix. Parce que le vrai confort ne vient ni de la chance, ni des surclassements. Il vient des petites choses que vous faites avant même que quelqu'un d'autre s'en rende compte. C'est ça le contrôle à 11 000 mètres. Si cela vous a aidé à voir l'aviation autrement, partagez-le avec quelqu'un qui embarque bientôt sans préparation. Et quand vous serez prêt à aller plus loin, regardez notre prochain guide sur les habitudes à l'aéroport qui peuvent vous faire remarquer avant même la sécurité. D'ici là, vole en paix, reste vigilant et souviens-toi, le contrôle n'est pas le pouvoir. C'est la paix.